Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Bienvenue pour cette dernière session de la journée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Deux mots sur moi avant de commencer. Je m'appelle Matt, je suis Customer Engineer chez Google Cloud. En dehors du boulot, je suis aussi co-org du Postgre User Group de Lille avec mon collègue Florent. Et puis je fais partie de l'association PostgreSQL France avec qui on organise notamment le PGD France tous les ans. Pour ceux qui ont déjà vu des talks que je donne habituellement, vous savez que j'aime donner des conférences sur Postgre, bien sûr, mais j'aime aussi mélanger sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, ce sera sur des oiseaux, donc vous allez apprendre un peu de Postgre et un peu de trucs sur les oiseaux. Ça ne passionne pas tout le monde, vous allez voir, ça donne un cadre un peu onirique au truc. Aujourd'hui, donc, on va parler Postgre et on va surtout parler de search. Ce que j'entends par search, c'est aussi bien ce que vous pourriez appeler un moteur de recherche, type votre préféré Google, ou un moteur de recherche que vous retrouveriez sur un site e-commerce ou sur votre application, sur le wiki de votre entreprise, enfin peu importe, vraiment, le search est littéralement partout aujourd'hui. On va commencer par un truc relativement simple, je vais chercher le nom d'un oiseau, donc là j'ai cherché le cardinal à poitrine rose. Concrètement, on va essayer d'expliquer comment historiquement fonctionnaient les moteurs de recherche. Et dans ce cadre-là, par exemple, le cardinal poids de rose, ce que faisait un moteur de recherche, c'est qu'il allait prendre cette chaîne de caractères exacte et il allait la récupérer, du moins la chercher dans sa base de données. Donc là, on va se dire qu'on a une base de données qui contient un dataset avec tous les oiseaux qui existent. Il va chercher donc dans ce dataset la chaîne de caractères en question. Il va me retourner le meilleur résultat, donc la fiche de mon oiseau en question, parce que notamment il a trouvé la chaîne en question dans la description ou dans son nom. Sous Postgre, si on devait transcrire un peu ce fonctionnement-là, un peu legacy, si je puis dire, on va partir du principe, donc j'ai une table qui s'appelle birds, avec un ID, un nom, une description pour tous mes oiseaux. Et du coup, dans Postgre, on pourrait, de manière bête et méchante, si je puis dire, faire un truc comme ça. Donc on va utiliser un opérateur like, on va mettre des wildcards avant, après ma chaîne de caractères, et puis ça va fonctionner. J'ai aucun doute que dans la salle, là, vous êtes déjà au courant que ça, c'est pas terrible et ça va pas marcher très très longtemps. Le premier problème qu'on va avoir, c'est évidemment des problèmes de performance. Pourquoi? Parce que ce genre de requête-là, avec un wildcard sur mon filtre like au début, ça va empêcher l'utilisation d'un index standard. Donc on pourrait contourner avec des petits trucs, donc on parlera peut-être à la fin du talk. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque requête va nécessiter un sequential scan de ma table. Donc plus j'ai de lignes, plus ça va être long, plus ça va pas être intéressant. Donc ça, on va avoir très rapidement des problèmes de perf. Autre type de problème qu'on va avoir, c'est des problèmes fonctionnels. Donc même si là, ça marche dans mon exemple en question, évidemment, si je fais une faute de frappe, si je n'utilise pas le bon terme, si je mets un pluriel au lieu d'un singulier, si j'utilise un féminin au lieu d'un masculin, tout de suite, ça ne va plus marcher. Et ça, c'est qu'un sous-ensemble des problèmes qu'on pourrait avoir sur le sujet en question. En vérité, il y en a plein d'autres. Si on parle de la ponctuation, si on parle de la casse, si on parle des mots composés, si on parle de synonymes, bref, il y a plein de choses qui vont m'empêcher de faire en sorte que cette recherche avec la requête en question, elle soit fonctionnelle. Mais, bien heureusement, depuis longtemps maintenant, on a accès à un ensemble de features qu'on met sous une espèce de bannière qui s'appelle le Full Text Search, qui est disponible depuis la version 8.3. Donc j'espère qu'ici, vous avez tous accès au Full Text Search, sinon vous avez probablement d'autres problèmes que celui-là. Et du coup, avec cette fonctionnalité, cet ensemble de fonctionnalités, on va manipuler les chaînes de caractères de manière un petit peu différente. Donc on va prendre par exemple mon document, là c'est la description de mon oiseau en question, et la première étape qu'on va réaliser, c'est on va séparer chacun des mots par token. Donc c'est chaque mot est séparé, on va prendre les chaînes de caractères, on va prendre les caractères spéciaux, la ponctuation, et ça va devenir un token. Ensuite ces tokens, on va réappliquer une transformation, donc ça s'appelle le stemming. Concrètement, on va prendre chacun des mots et on va les rapporter à leur racine commune et on va supprimer les suffixes. Deuxième étape, on va enlever ce qu'on appelle les stop words. Donc en fonction du langage que vous utilisez, donc par exemple le français, on va retirer les mots qui sont trop courants. Typiquement là dans ma phrase, le a, le et, le un, le qui, le la, etc. Tout ça, ça a été supprimé. Pareil, la ponctuation a été supprimée. Et ensuite, du coup, là, tous les mots, vous voyez, ils ont été rapportés donc à leur racine et on a supprimé le suffixe. Par exemple,
poitrine est devenu poitrain, rose est devenu ROS, etc. On a ordonné de manière alphabétique ces mots, et ensuite on a apposé un chiffre qui correspond à la position de ce mot dans la chaîne de caractères initiale. Et ça nous donne un nouveau type de données qui s'appelle le TS vector. Pour transformer une chaîne de caractères en TS vector, dans Postgre, on a accès à une fonction qui s'appelle toTSVector, tout simplement, qui va prendre deux paramètres. Le premier, c'est la langue, parce qu'évidemment, en fonction de la langue de votre chaîne de caractères, l'opération de stemming va être différente. Les stop words ne sont pas les mêmes, la façon de rationaliser, de normaliser les mots ne vont pas être les mêmes. Donc on va passer le langage et ensuite la chaîne de caractères. Petite précision, vous pouvez très bien ne pas passer le langage, et dans ce cas-là, il va utiliser le paramètre de votre instance qui s'appelle default text search config. Voilà, c'est un petit simplifiant si vous ne voulez pas le préciser. Et du coup, ça nous donne le résultat que vous avez vu juste là. Donc on va faire ça sur l'ensemble de nos documents. Potentiellement, on va créer une nouvelle colonne dans notre table avec ce type toTSVector qu'on va alimenter de manière générée, hein, si on veut, ou par différents autres mécanismes. Maintenant, on va faire la même chose avec nos recherches. Donc, la question qu'on pose à notre moteur de recherche. Donc là, typiquement, je veux chercher des oiseaux roses. Et ben, on va appliquer plus ou moins le même genre de mécanisme. Donc, on va transformer cette requête en un nouveau type de données. Ce type de données, on va l'appeler le TS query. Et globalement, on va appliquer les mêmes transformations quasiment que sur la partie vector. Donc, on va normaliser, ramener à la racine commune, supprimer les suffixes, supprimer les stop words, etc. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Ensuite, on va pouvoir faire matcher du coup ce nouveau type avec le vector, et ça va nous donner l'ensemble des documents qui ont matché. Là, tout de suite, vous pouvez comprendre que c'est beaucoup plus simple maintenant, parce qu'on n'a plus à s'embêter avec les variances de mots, on n'a pas à s'embêter à si j'ai mis pluriel, masculin, etc. Tous les mots qui ont la même racine vont matcher. Donc si j'ai dit rose, rosé, rosé avec un S, rosé avec un ES, bref, ça va matcher avec mon mot. Pareil que pour transformer mes documents en vector, je vais retrouver une fonction qui va me permettre de transformer une requête en une TS query. Donc là, c'est la plus simple, la plus permissive, qui s'appelle plain2 TS query. Même principe, vous lui passez le langage, vous lui passez la chaîne de caractères, donc votre question, et il va vous retourner un TS query. Un TS query, ça ressemble à ça. Il y a une petite différence avec le TS vector. Donc les mots ont bien été normalisés, on a supprimé, etc. Vous avez compris. Mais il y a un tout petit élément supplémentaire, c'est le et commercial. Ce et commercial, c'est un opérateur qui est ajouté par défaut par la fonction plain2. Il y en a d'autres, des opérateurs. Donc il y a le et, le ou, le not. Il y a aussi le followed by qui précise que les mots doivent être suivis dans la chaîne de caractères initiale. C'est pour ça notamment qu'on a la localisation du mot dans le TS vector. Il y a une déclinaison de cet opérateur qui remplace le tiret par un nombre. Ce nombre définit le nombre de mots qu'il y aura entre les deux mots que vous cherchez. Et par défaut, du coup, la fonction plain2 tsQuery, elle va apposer un et commercial sur l'ensemble des mots de la question. Donc là, ça veut dire que pour matcher mes documents, il va falloir que je retrouve une occurrence du mot oiseau et du mot rose. Donc ça, c'est la version par défaut de plain2 tsQuery. Il y a une autre fonction qui est moins permissive mais plus flexible. Elle va prendre en entrée, donc toujours le langage, et ensuite elle va prendre une chaîne de caractères déjà orientée requête. Donc là, par exemple, vous retrouvez directement dans ma chaîne, j'ai un et commercial, des parenthèses et un pipe, et ça, il va le transformer comme ça. Donc là, il va bien transposer mon et commercial comme un et commercial pour le TS query. Il va garder les parenthèses et il va mettre un ou. Et du coup, ça veut dire que ma requête, il va chercher une occurrence du mot oiseau, du moins du lexime oiseau, et soit rose, soit noir, soit les deux. Donc on a transformé notre requête, on a transformé nos documents, il nous reste un opérateur, donc l'opérateur c'est le arrobase, et une requête complète, ça ressemble à ça. Donc là par exemple je vais chercher tous les oiseaux qui ont dans leur description long cou, donc vous vous rappelez c'est le followed by, donc ça veut dire que je vais chercher soit l'occurrence de long cou, soit cou long concrètement. Et si on regarde un petit peu d'un point de vue performance, donc à gauche, c'est ma requête écrite de la même manière, mais avec le full text search, et à droite, c'est avec le like dont on a vu au tout début, qui vont chercher exactement la même chose, hein, parce que pour le coup, c'est vraiment plus ou moins pareil. J'aurais même pu faire pire sur le like, j'aurais dû rajouter un or like coulon, si on voulait être vraiment pertinent. Et si on regarde sur un jeu de données assez petit, hein, c'est 1 million de lignes, 3 gigas de données, on a un temps d'exec qui est évidemment bien meilleur avec le full text search.
Donc on a réglé nos premiers problèmes de performance. Il y a un autre truc qui est encore plus pertinent avec le full text search, c'est qu'on va pouvoir classer les résultats. En effet, par exemple, si je prends cette requête-là, je vais chercher tous les oiseaux qui ont un plumage rouge. Il va me retourner un résultat, deux résultats, trois résultats, plein de résultats, en vérité. Il y a beaucoup d'oiseaux qui ont dans leur description plumage et rouge. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de retrouver l'oiseau le plus pertinent, celui sur lequel vraiment la description de plumage rouge, elle est intéressante pour cet oiseau-là. Pour ça, on a accès à une autre fonction dans le full text search qui s'appelle tsrank. En gros, cette fonction, elle va prendre encore une fois deux paramètres, la colonne en question, votre requête, et à partir de ça, elle va calculer un score. Ce score, il va être basé sur le nombre de fois où il va retrouver les mots présents, le nombre de fois où les mots sont présents comparativement à la volumétrie globale de votre chaîne de caractères. Voilà, un petit algorithme qui va définir si c'est plus ou moins pertinent par rapport au match. Et le résultat, ça va donner quelque chose comme ça. Donc la liste des oiseaux pertinents, à droite le rang, ça me permet du coup de trier par rang. Et là, effectivement, le résultat le plus pertinent, c'est le cardinal rouge qui, vous le voyez, est très rouge. Donc c'est logique que ce soit le meilleur résultat de ma recherche. Donc là, c'est super. On a réglé plus ou moins nos problèmes de performance. On a réglé plus ou moins nos problèmes fonctionnels. Et encore, je ne vous ai pas parlé de tout. On n'a pas parlé d'indexation. J'aurais pu parler de Gene. On n'a pas parlé de la gestion des synonymes. On n'a pas parlé des fautes de frappe. On n'a pas parlé non plus de la pondération. Parce que par exemple, je pourrais attribuer des scores à si je trouve ma occurrence dans le titre ou dans la description, ça donne plus ou moins de valeur sur mon tsrank. Bref, le full text search sur Postgre, il est pour moi sous-coté. C'est vraiment une super fonctionnalité qui a beaucoup de possibilités. Donc c'est vraiment un truc qui marche très bien et on peut faire plein de choses avec. J'aurais pu m'arrêter là, vous dire voilà, vous voulez faire du search sur Postgre, on s'arrête, full text search c'est très bien, faites ça, bonne soirée à tous. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui il y a encore des requêtes sur lesquelles ça va pas être super pertinent de faire du full text search. Un exemple très simple, plus ou moins simple, cette question. Je vais chercher les oiseaux qui vivent près de l'eau et qui mangent des poissons. Si vous avez déjà fait un peu de full text search et que vous avez par exemple suivi ou juste suivi le début de la conférence, là, vous allez vous rendre compte qu'on a un problème très rapidement. Vivre près de l'eau. Qu'est-ce que j'entends, moi, en tant qu'humain, quand je cherche ça? C'est des oiseaux qui vivent effectivement près de l'eau, mais l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement l'océan, ça peut potentiellement dire un lac, la rivière, etc. Donc là, déjà, on a un premier problème, c'est qu'il ne faut pas que je matche que sur eau, il faut que je matche sur tout ce qui ressemble plus ou moins à un coin d'eau. Donc là, je pourrais travailler avec des synonymes, un dictionnaire de synonymes, et je dis qu'à chaque fois que je match sur eau, il va aussi matcher sur océan, sur rivière, etc. C'est possible. La problématique de ça, c'est que du coup, je me ferme à la possibilité de chercher juste l'eau, la boisson. On est en français, le français, il a beaucoup de subtilité dans son langage, et on a plein de mots qui veulent dire la même chose, et l'inverse. Donc là, ça me pose un premier problème, parce que je pourrais travailler avec des synonymes, effectivement, mais du coup, je vais pénaliser un type de recherche pour favoriser un autre. Donc déjà, on a un premier souci. Le deuxième et le plus gros souci, c'est qu'ici, dans ma phrase, ma question, on a un sens relationnel entre vivre et eau. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas des oiseaux qui boivent de l'eau. Ce qui m'intéresse, c'est des oiseaux qui vivent près de l'eau. Donc il y a un sens dans les deux mots, et c'est très difficile de faire juste par mots-clés une recherche dans ce sens-là. Un exemple, contre-exemple parfait, c'est l'oiseau que vous voyez à l'écran, le chardonneret élégant. C'est un oiseau dans lequel le mot eau revient beaucoup dans la description parce que c'est un oiseau qui ne mange que des graines. Et du coup, il boit beaucoup d'eau. C'est une caractéristique de cet oiseau. Et du coup, quand je fais cette recherche-là avec la recherche full text, l'oiseau remonte alors qu'il ne vit pas du tout près d'un coin d'eau. Le deuxième problème, il est similaire, mange des poissons. Poisson, quand j'entends poisson, je pourrais dire plein d'autres choses, crustacés, insectes aquatiques, plancton. Et encore une fois, on a un lien sémantique entre mange et poisson. Moi, ça ne m'intéresse pas juste qu'il y ait poisson dans la description, je veux que ce soit un oiseau qui mange des poissons. Autre contre-exemple, le hibou moyen-duc ne mange pas de poisson, et pourtant poisson est mentionné à plusieurs reprises dans sa description, pour la raison suivante. Son pelage, bon ça se voit pas super bien, son pelage ressemble à des arêtes de poisson. Du coup, dans sa description, c'est marqué plein de fois. Du coup, ma recherche ne fonctionne pas. Et du coup, plutôt que de faire du full text search pour ce genre de choses-là, on va utiliser l'intelligence artificielle. Donc on va transformer notre requête en ce qu'on appelle un embedding. Un embedding, c'est une représentation numérique que va générer un modèle de machine learning et qui va lui comprendre le sens de la phrase. Donc il ne va pas s'attarder sur les mots,
Il va vraiment comprendre le sens de la phrase. Comment a été construite la phrase, quel est le ton de la phrase, quel est l'objectif de la phrase. Il ne va pas s'intéresser au mot unique, il va vraiment essayer de comprendre. Donc ces modèles de machine learning, ils ont été entraînés évidemment sur des millions de données, et ils vont être en capacité d'extraire le sens de la phrase plutôt que de s'attarder sur les mots. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir de maintenant? On va prendre chacune de nos chaînes de caractères, donc nos descriptions d'oiseaux, on va les envoyer à un modèle de machine learning, Gemini ou peu importe, stocké sur Hugging Face, et ce modèle va nous retourner du coup un embedding, donc c'est un tableau de float qu'on appelle un vecteur, et ce vecteur, on va pouvoir le stocker et le manipuler dans Postgre grâce à une extension qui s'appelle pgvector. Donc l'extension, elle s'installe de manière très simple, bien sûr, et elle vous donne accès à un nouveau type de données qui est le type vector. Donc typiquement, je vais pouvoir rajouter une colonne à ma table qui s'appelle embedding, et je lui spécifie qu'elle a un type vector. Vous voyez, il y a une petite précision dans le type, c'est la dimension du vecteur. La dimension du vecteur, c'est le nombre de floats que je vais retrouver dans mon tableau. Plus je vais avoir de floats, plus l'embedding sera précis, donc plus il aura pu capturer d'informations. Moins j'en ai, moins je suis précis. Et évidemment, plus j'en ai, plus le vecteur il est volumineux. Pour générer des vecteurs, aujourd'hui dans Postgre, on n'a pas de fonction core qui permette de générer les embeddings. Donc pour le faire, il faut forcément passer par un script externe, typiquement un petit morceau de Python comme celui-là. Vous parcourez l'ensemble de la table, vous appelez une API, vous l'envoyez votre texte, il vous renvoie l'embedding et vous remettez à jour la table. Bon, ça fonctionne, c'est cool. Petit aparté, pour ceux qui utilisent des versions sur Google Cloud, vous avez accès à une extension qui s'appelle Google ML Intégration, qui vous donne accès à une fonction qui, elle, vous permet d'appeler directement un modèle de machine learning dans Postgre pour générer l'embedding. Voilà, fin de l'aparté. Donc notre table a ressemblé à ça, avec le nom, la description, et on est venu rajouter une colonne qui va contenir du coup les embeddings de chacune des descriptions de mes oiseaux. Maintenant qu'on a ça, on va faire ce qu'on appelle de la recherche de similarité. Donc la recherche de similarité, c'est tout simplement, on va comparer deux vecteurs et on va regarder à quel point ils sont proches. Donc on va faire ça pour notre question. On va prendre la question, on va générer un embedding et on va venir le comparer à tous les embeddings de toutes les descriptions de mes oiseaux. Et ça va nous retourner du coup les résultats les plus intéressants en ayant comparé du coup la similitude entre les vecteurs. Pour faire ça, on va utiliser un autre opérateur qui est le chevron-chevron. Donc on va comparer l'ensemble des embeddings à l'embedding de ma question et on va récupérer les résultats les plus pertinents. Donc là, on fait un order by sur la distance et on va regarder les 5 meilleurs résultats. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc un chiffre entre 0 et 1 pour l'opérateur que j'ai utilisé. Des opérateurs, il y en a plusieurs. Je n'ai pas forcément le temps aujourd'hui de détailler, mais il y a plusieurs opérateurs pour calculer les distances que vous allez choisir en fonction du modèle de données, en fonction de ce que vous voulez aussi réaliser comme objectif. Bref, il y a plein de petites choses à prendre en question. Là, on va prendre l'opérateur le plus standard et il vous donne du coup un chiffre entre 0 et 1. Plus le chiffre est petit, plus les vecteurs sont proches, plus le résultat est pertinent. Et dans le cadre de notre question initiale, donc les oiseaux qui vivent près de l'eau et mangent des poissons, on retrouve des poissons marins. Typiquement, les 5 premiers, c'est des déclinaisons de mouettes ou apparentées à la mouette. Donc typiquement, le premier, c'est le sterne pierre-garin qui effectivement vit près de l'eau et mange des poissons. La recherche vectorielle, donc ce dont on vient de parler, on peut aussi l'appeler la recherche sémantique. Elle apporte évidemment un lot d'avantages parce qu'on est en capacité maintenant de discuter quasiment naturellement avec notre moteur de recherche. Elle permet de régler les problèmes de relation entre les mots et elle ne va pas s'attarder sur des mots spécifiques. Donc peu importe comment je vais écrire ma question, je n'aurai pas à m'embêter sur des utilisations de synonymes, etc. Je vais vraiment avoir une compréhension sémantique de ma question. Et en plus, la recherche vectorielle, elle est multimodale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, aujourd'hui, on a travaillé sur des chaînes de caractères, mais la génération d'embedding, elle peut aussi se faire à travers des modèles qui comprennent les images, qui comprennent les sons, qui comprennent les vidéos. Donc typiquement, je pourrais développer une application qui prend en photo un oiseau, va générer un embedding de la photo et va la comparer à toutes les photos des oiseaux de ma base de données. Et donc ça, ce serait aussi de la recherche sémantique, mais appliquée à des images. Mais bien évidemment, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si on a besoin d'un moteur de recherche qui recherche des mots précis, eh ben la recherche vectorielle ne va pas être bonne du tout.
En effet, je vous l'ai dit, la recherche vectorielle, elle comprend le sens, elle ne s'attarde pas sur les mots. Donc si vous cherchez un mot scientifique précis, ou si vous cherchez un nom d'oiseau précis, par exemple, potentiellement, le meilleur résultat, ce ne sera pas celui que vous attendez. Le deuxième problème, c'est qu'en fonction de la façon dont vous allez discuter, dont vous allez poser la question, immédiatement, ça va influencer le résultat. Je suis quasi certain que vous avez utilisé dans votre vie jusqu'à présent un ChatGPT ou un Gemini pour utiliser l'intelligence artificielle, et vous êtes sûrement rendu compte que en fonction de comment vous lui parliez, les réponses pouvaient être différentes. Typiquement, là, on est dans ce cas-là. On est difficilement prédictible avec ce genre de recherche. Et enfin, dernier point, c'est que ça peut être relativement coûteux. Je vous l'ai dit, plus on a des dimensions, plus on est précis dans notre vecteur, mais plus c'est coûteux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus le vecteur est gros, plus l'index est gros, plus c'est difficile à mettre en mémoire, plus c'est difficile à rebuild. Bref, il y a potentiellement un paquet de problèmes qui vont faire que ça va devenir de plus en plus coûteux d'avoir des vecteurs précis. Du coup, là, vous vous dites, cool, il nous a dit on fait du full text search ou on fait du vector search, on ne sait pas vraiment comment choisir. L'idée, c'est que potentiellement, on va pouvoir faire les deux. C'est un des avantages de Postgre. On va pouvoir faire ce qu'on appelle de la recherche hybride. Donc la recherche hybride, on va venir mélanger les résultats de nos deux requêtes, on va calculer un score global à nos deux résultats, et on va obtenir des résultats combinés. Comment ça marche? Première étape, on va créer une requête pour la recherche sémantique, plein texte, donc full text search. Ici, par exemple, je vais donc reprendre ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Je vais faire un plain to TS query de ma question. Donc là, je cherche des oiseaux à moustache. Oui, ça existe. Donc là, je vais faire ma requête comme on l'a vu depuis tout à l'heure. Et en plus de ça, je vais créer un rang par rapport à mes résultats. Donc on utilise la fonction rank, qui n'a rien à voir avec la recherche full text, mais qui en gros prend les résultats et en fonction de l'order by que j'aurai appliqué, va lui attribuer un rang de 1 à x. Donc là, le x, il va être déterminé par ma limite. Donc je vais avoir un résultat similaire à ce truc-là. Donc je vais avoir 5 oiseaux classés de 1 à 5. On va faire strictement la même chose, mais avec la recherche sémantique. Donc là, pareil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va comparer l'embedding de la question, oiseau à moustache, avec l'embedding de la description de mes oiseaux. Et on va, encore une fois, utiliser rank pour avoir un classement donc de 1 à 5, et ça va nous donner, encore une fois, un résultat. Une fois qu'on a fait ça, on va créer une grosse requête dans laquelle on va créer donc des CTE avec mes deux sous-requêtes, là, recherche sémantique et recherche.text. On va faire une jointure entre ces deux-là, et on va appliquer un algorithme de fusion qui s'appelle Reciprocal Ranked Fusion. Vous verrez, c'est dur à dire. Le principe de cet algo, il est décrit dans un papier de 3 pages, qui n'est pas très compliqué et intéressant si ça vous intéresse. Mais l'idée globale, c'est qu'on va prendre le rang de l'élément, on va prendre 1 divisé par le rang, et ça va nous donner une valeur. On va faire ça pour chacun des résultats dans les deux requêtes, et on va faire la somme pour les éléments communs. L'intérêt de cet algo-là, un des intérêts, c'est qu'il donne plus de poids, vous voyez, à un élément qui est classé haut plutôt qu'un élément qui est classé bas. La différence entre le rang 1 et le rang 2, elle est de 0,5, tandis que la différence entre le rang 2 et le rang 3 est de 0,20 quelque chose. Voilà. J'épilogue pas beaucoup là-dessus. Il y a un papier qui est vraiment super intéressant, et il y a beaucoup de façons d'influencer ce truc-là. Retenez simplement qu'on va calculer un score en combinant les scores des deux rangs. Donc pour notre question, en l'occurrence, ça va nous donner ça. Donc on va avoir 5 oiseaux pour la recherche full text, 5 oiseaux pour la recherche sémantique, et on va combiner tout ça sous une même recherche. Si on regarde un petit peu les résultats, on voit déjà que le meilleur résultat dans les deux recherches, c'est le même, c'est la panure à moustache. Vous allez dire, vu son nom, c'est plutôt logique. Et quand on regarde son image, effectivement, c'est très logique, c'est un bel oiseau avec de très belles moustaches. On a d'autres oiseaux qui sont présents dans les deux résultats, donc typiquement le faucon pèlerin et le pic vert ibérique. Du coup, quand on va faire la somme de ces scores, ils vont systématiquement se retrouver en classement 2 et 3 de ma recherche hybride. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est que dans ma recherche full text, j'ai deux oiseaux, le bruant ortolan et le faucon noir, qui n'apparaissent pas dans la recherche sémantique. Si on regarde un exemple, donc le bruant ortolan, qui est un oiseau avec une
pareil, très jolie moustache jaune. Si on regarde la description, si vous, en tant qu'humain, vous regardiez et vous lisiez la description de cet oiseau, il est très probable que le fait qu'il ait une moustache, ça vous soit passé par-dessus. C'est exactement ce qui s'est passé avec le modèle qui a généré l'embedding, parce que quand on regarde la description, moustache est mentionné effectivement une fois ou deux, et c'est un élément comme si de rien n'était. C'est la même chose que quand ils décrivent les ailes ou quand ils décrivent la queue. Ce n'est pas un élément qui est caractéristique de cet oiseau, et du coup le modèle qui a compris la description, il n'en a pas fait un élément important. A l'inverse, on a un oiseau, le jaseur boréal, qui est apparu dans le résultat de ma recherche sémantique, mais pas dans ma recherche full text. Et pareil, si on regarde cet oiseau, donc c'est un oiseau qui a une petite moustache jaune au creux du bec, le mot moustache n'apparaît nulle part dans la description. Pourtant, il y a une phrase, notamment, qui indique une tache blanche s'observe à la commissure buccale. Pour ceux qui ne savent pas, la commissure buccale, c'est le coin de la bouche. Et du coup, le modèle a été en capacité de comprendre qu'on parlait de la moustache de l'oiseau. Et là, il en a fait un élément caractéristique. Et du coup, si on revient sur notre recherche complète, le résultat du coup de la recherche hybride, ça va être un combiné des meilleurs résultats des deux recherches, avec en plus une agrémentation des résultats pertinents de l'une et de l'autre des recherches. Donc on a réussi à combiner le meilleur des deux mondes, et on est en capacité maintenant de proposer un résultat complet et pertinent. Quelques mots avant de vous laisser. Le full text search, je n'en ai fait que gratter la surface, je vous le disais. On a parlé très succinctement de quelques fonctions et de quelques possibilités du full text search, mais on peut faire plein de choses. Elle est relativement performante. On n'a pas parlé d'indexation, mais il y a deux types d'indexation qui fonctionnent très bien. Il y a des extensions aussi, Fuzzy Match String, PGTRGM, qui rajoutent des fonctionnalités. On peut créer des dictionnaires de synonymes. Donc si vous travaillez sur un dataset qui vous est propre avec un lexique d'entreprise ou un lexique spécifique parce que vous travaillez sur des domaines métiers spécifiques, vous pouvez créer vos propres dictionnaires. Bref, la recherche full text search, elle marche vraiment très bien sur Postgre. Je dis pas que ce serait potentiellement aussi performant que le ferait un moteur dédié type Elasticsearch ou OpenSearch, mais d'expérience, c'est relativement suffisant pour la majorité des use cases si le search n'est pas la fonction principale de votre application, mais une feature. La recherche vectorielle, pareil, je n'ai fait que gratter la surface. Je vous ai montré comment on pouvait comparer des embeddings, mais je vous ai aussi dit qu'il y a plein d'autres opérateurs pour gérer la recherche de similarité entre des vecteurs. Il y a plein de méthodes d'indexation aussi. Il y a plein de méthodes pour optimiser la volumétrie d'un vecteur, pour gérer des vecteurs qui sont plus ou moins volumineux, ce qu'on appelle la quantization. Il y a plein de choses autour de ce truc-là, et la technologie, elle évolue évidemment très vite ces dernières années. Donc vraiment, pareil, même principe que pour la recherche full text search. Je pense, et je suis quasiment certain, que dans la majorité des cas, du moins ceux auxquels j'ai été confronté, soit en tant qu'utilisateur, soit en tant que consultant, Postgre fait largement le taf quand on veut une recherche sémantique à partir de données opérationnelles. Pas besoin d'avoir un opérateur dédié, une base de données dédiée pour faire ça. Et enfin, la recherche hybride nous permet de combiner le meilleur des deux mondes. Mais attention, je ne dis pas que c'est la réponse à tout. Je ne dis pas que la recherche hybride doit remplacer forcément le full text search ou la recherche sémantique. L'idée, c'est vraiment de montrer que ça existe, mais dans tous les cas, il va falloir, en fonction de ce que vous voulez donner comme expérience utilisateur, en fonction du dataset, en fonction de la façon dont vos utilisateurs vont utiliser le moteur de recherche, il va falloir réfléchir si c'est plus ou moins pertinent d'utiliser la recherche hybride ou alors de la cloisonner à la recherche textorielle ou à la recherche vectorielle ou à la recherche full text. Voilà. J'ai pas de réponse universelle. L'idée, c'est vraiment de montrer que ça existe. C'est un des avantages de Postgre, c'est qu'on peut faire plein de choses avec. Mais malgré tout, ça dépend de plein de choses. Et c'est tout pour moi. Merci. Ouais, c'est un domaine sur les extensions qui est hyper dynamique en ce moment. Et il y a pas mal d'extensions qui sortent. Il y a ParadDB, enfin il y en a, je ne vais pas les citer toutes.
Est-ce que c'est volontaire, tu as laissé ça de côté et comment dire, c'est pas nécessaire pour toi ou est-ce que, enfin, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de toutes ces extensions qui vont un peu du côté d'Elasticsearch en fait? Ouais, effectivement, donc il y a un paquet d'extensions qui existent sur la recherche textorielle. Je suis fatigué. La recherche full text. Soit il y en a une partie qui vont venir agrémenter les fonctionnalités existantes, typiquement Fuzzy Match String qui permet de gérer les fautes de frappe. Typiquement, si vous inversez des chaînes de caractères, il va être en capacité de faire ça. PGTRGM apporte une autre façon de faire de la recherche full text en se basant sur des trigrammes. Pareil, il va apporter un certain nombre de fonctionnalités qui vont venir renforcer ce qui existe déjà sur le corps. Et puis, tu as d'autres extensions qui, elles, vont permettre d'utiliser notamment des fonctionnalités d'Elasticsearch directement dans Postgre. Sur celle-là, je suis un peu moins convaincu. Je n'ai pas spécialement eu l'occasion de m'y plonger, sachant que c'est relativement récent quand même. Du moins, c'est pas encore super commun. À voir. Mais en tout cas, oui, le jeu des extensions, il y en a beaucoup. C'est aussi un des avantages et un des avantages de Postgre, c'est qu'on a un écosystème qui est riche, mais parfois on ne sait pas trop sur quoi piocher. Moi, s'il y en a deux que je devais noter, c'est PGTRGM et Fuzzy Match String qui, elles, apportent vraiment quelque chose au corps aujourd'hui. Merci Matt.